Salam alaikum Azul, bonsoir. Le moins qu'on puisse dire est que les événements se précipitent en Algérie, qu'ils se compliquent, qu'ils se complexifient dans le même temps, qu'ils ne soulèvent pas la plus timide réaction de la société algérienne et encore moins de ses élites, ou supposées telles. Plus c'est grave, et moins il y a de réactions. C'est comme si les Algériens squattaient leur propre pays, où ils rasent les murs, comme s'ils n'avaient d'autre choix que de se faire tout petit, de se faire oublier, de ne pas bouger une oreille. Malgré la grave dégradation de la situation et l'imminence de sombres perspectives, les Algériens semblent comme en état de catalepsie, incapables de réaction appropriée. Il n'y a pas très longtemps, dans une autre émission, pour tenter de décrire un peu cette aphasie sociale, j'avais parlé de sidération de la société. Et voici une définition de la sidération telle que je l'ai trouvée dans un dictionnaire. Je cite: la sidération est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l'impression d'une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité. Fin de citation. Ne retrouvons-nous pas dans cette définition la description de ce qui nous arrive? Ne sommes-nous pas dans un état de stupeur? Ne sommes-nous pas figés, inertes? Et notre société ne donne-t-elle pas l'impression qu'elle a perdu connaissance, qu'elle a perdu la conscience d'elle-même et des périls qui pèsent sur elle? Une autre définition, je cite: la sidération est une inhibition totale mettant le sujet hors d'état d'avancer ou débaucher un geste de défense. Fin de citation. Et là aussi, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître notre état. Ne sommes-nous pas dans une inhibition totale qui nous met hors d'état d'avancer ou débaucher un quelconque geste de défense? La société algérienne semble donc en état de sidération. Elle ne réagit plus à rien, ni aux plus graves événements. Nous sommes en train d'assister à la plus grande purge jamais observée au sein de l'armée et de certains cercles qui participent à la prise de décision dans le pays. Des généraux parmi les plus importants, le patron de la police, le patron de la gendarmerie et un tas d'autres barons du régime, dont des chefs de région militaires, sont renvoyés à leur foyer sans autre forme de procès, sans la moindre considération pour l'opinion publique, puisque aucune explication ne lui est donnée. Et pourtant, cette nuit soft des longs couteaux n'a pas soulevé la moindre petite vaguelette. Pire que cela, tout a été fait pour suggérer que ces barons qui ont été renvoyés à leur foyer l'ont été pour leur implication dans l'affaire de la cocaïne gate. Mais même cela est resté sans écho, y compris venant des barons qui sont eux-mêmes sur la sellette. Personne n'ignore pourtant que tout ce remue-ménage n'a pour but que d'imposer le rempilage du président sortant à un 5e mandat. Un mandat de trop, et qui ne peut être que suicidaire pour le pays tout entier, et même pour les maîtres du jeu eux-mêmes. Mais personne ne bouge pourtant, si ce n'est par de vaines gesticulations. Stupeur généralisée donc, hormis pour quelques rares personnalités qui tentent de ramer à contre-courant et qui crient dans un désert d'indifférence. Et c'est dans cette ambiance malsaine, d'individualisme forcené, où chacun se recroqueville dans sa petite coquille, que les habituels relais du régime répondent à la sollicitation des maîtres du jeu. On n'entend plus
parler que de l'incontournable continuité dont on nous rebâche les oreilles. Après la montée au créneau de toutes les épiceries politiques, de toutes les coteries qui sont au râtelier et des habituelles organisations dites de masse, voici que le président de l'APN et du Sénat viennent de se manifester à leur tour en des termes particulièrement zélés pour appeler leur président à rempiler, et ils vont même jusqu'à stigmatiser le peu, le très peu, le trop peu d'opposition qui osent dénoncer ces manœuvres très chafouines. Irons-nous pourtant vraiment vers cet hallucinant 5e mandat? Et si oui, pourquoi ce régime a-t-il dû s'amputer tout seul, comme un grand, d'un si grand nombre de ses plus sûrs alliés, voire de ses membres les plus décisifs? Et si oui, s'il y a ce 5e mandat, pourquoi ce régime hésite-t-il encore à annoncer la candidature du vieil invalide alors qu'il ne reste plus que 8 mois avant la fatidique échéance? Aujourd'hui. Maghreb émergent. Algérie appelle à un 5e mandat présidentiel à l'ouverture de la session parlementaire. Par Linda Abou. Jeune Afrique. Algérie. Autour de Bouteflika, le bal des courtisans. Par Farid Alilat. Liberté. Ils se solidarisent avec leurs collègues détenus pour corruption. Ces sénateurs qui revendiquent l'impunité. Par Hamadi Souhila. Pardon, mes chers amis, pour ce retard que nous avons pris aujourd'hui pour lancer l'émission, retard dû à des problèmes techniques indépendants de notre volonté, pour reprendre la formule de l'ENTV. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Brahim Younsi est ici avec moi. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Bonjour Brahim Younsi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, Sofiane Schwitter est avec nous depuis le Canada. Sofiane Schwitter qui est juriste, spécialiste en justice transitionnelle. Bonjour Sofiane, merci d'être avec nous. Bonjour et bonsoir. Bonsoir. Ali Benouari, ex-ministre, président de Nida Al-Watan, membre de Al-Mouatana, qui nous parle depuis Alger. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Bonsoir Si Jamel, bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Brahim Younsi. Donc voilà, il ne manquait plus que le Parlement et le Sénat qui viennent de monter au créneau pour appeler un 5e mandat. Eux, ils disent plus 5e mandat parce que c'est anticonstitutionnel. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont le droit, en tant que président du Sénat et en tant que président de l'APN, d'appeler, de prendre une telle position alors que dans les travées, il n'y a pas que le FLN ou le RND? Oui, ils ont ce droit, ils le prennent en tout cas. Ah, oui. Ils le prennent. D'accord. Donc il n'y a pas de neutralité. Mais moi, je suppose qu'un président d'APN, où il y a par exemple, disons, le MSP qui se dit opposé au 5e mandat, le président ne peut pas parler en son nom pour appeler un 5e mandat. Mais il ne parle pas au nom de l'Assemblée nationale populaire. Et au nom de quoi il parle? Il parle en son nom propre, mais qualité. Mais depuis la tribune de l'APN ou du Sénat? Oui. Comme on dit chez nous, tout ce qu'on voit, tout ce cirque, oui. Ces gens-là se servent de l'âne des autres. ولكن à un moment donné, il y a بزاف على حمار الناس. Oui. Vraiment, بزاف على حمار الناس. Trop, c'est trop. Oui. Et eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils en font trop. Ils ne se rendent pas compte. J'ai vu et j'ai lu la déclaration notamment du président du Conseil de la Nation. Oui. Elle est honteuse. Honteuse. Nous allons en écouter un petit extrait. C'est pas ce qui gêne, ce n'est pas qu'il appelle à la continuité, à ce que Abdelaziz Bouteflika se présente une énième fois. Mais c'est qu'il méprise le président de la République. C'est du mépris. Et cela me rappelle, dans les châtiments, Victor Hugo, à propos de Napoléon III, qu'il méprisait, qu'il appelait Napoléon le Petit. Le Petit, oui. Et
il appelait ces gens-là les flatteurs serviles. Oui. Et ces flatteurs serviles l'ont conduit dans une situation où cela était difficile parce qu'ils le méprisaient. Tous ces flatteurs veulent garder leur poste. Oui, évidemment. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils appellent Bouteflika à continuer l'œuvre gigantesque qu'il a fait. Je vais vous dire une chose, parce que c'est ça la réalité aussi. Ce matin, je suis allé voir mon coiffeur. Oui. Ça a l'air تحفيفة. Allah yisselmek. Je suis allé voir mon coiffeur, qui revenait d'Alger, un jeune Algérien. Oui. C'est un jeune Algérien qui revenait d'Alger. Ce qu'il m'a raconté m'a fait verser des larmes. M'a fait verser des larmes. Oui, alors, La situation dans laquelle vit le peuple qui n'a pas de salaire, ou le peuple, ou les travailleurs qui touchent juste le SMIC, appelons-le comme cela. Oui. Il y a 18 000 dinars. Ou dit que factura, tu as 7 000 dinars. Et quand tu as 6, 7 enfants, parce que des membres de sa famille vivent cette situation-là. C'est ça la réalité. Il y a des millions d'handicapés qui touchent 4 000 dinars. Oui, mais c'est ça la réalité de l'Algérie. Est-ce que ces gens-là vivent dans une bulle où physiquement ils vivent en Algérie et leur esprit est ailleurs? À croire que ni Ben Saleh ni les autres ne vivent en Algérie, ne connaissent pas la situation dans laquelle... Mais j'imagine qu'ils ne connaissent pas la situation des Algériens. Oui, mais justement. Ils vivent dans des... Ils vivent hors sol. Hors sol, absolument, c'est le terme. Ils vivent absolument, hors sol. Absolument. Et ils ne connaissent pas les conditions ou la condition dans laquelle vivent les Algériens. On devrait les punir à habiter dans des logements là, dont ils sont en train de nous rebattre les oreilles... le logement qu'a construit Bouteflika, on devrait tous les condamner à aller y vivre 10 ans dans des cages à poules. Tous ces logements, c'est des assignations à résidence. Oui. C'est des assignations. D'ailleurs, les Algériens ne se trompent pas quand on les appelle Gbar al-Hayat, le tombeau de la vie. Mais vous savez, ils sont hors la ville, en banlieue. Oui. Et le mot banlieue veut dire ce qu'il veut dire. Et quelle banlieue, mon Dieu, comparé aux banlieues d'ici. Oui, mais peu importe, c'est le lieu du bannissement. Oui. Voilà pourquoi on appelle ça la banlieue. Absolument. C'est le lieu du bannissement. Ce sont des gens qu'on a bannis. Hors les murs. Hors les murs. Nous allons voir quelques images de ces messieurs qui appellent au 5e mandat, puis nous verrons avec nos autres invités. تجديد الدعوة للرجل الذي حقق الإنجازات وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد. أقول دعوته إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة. فالاختيار الديمقراطي راسخ في بلادنا والوصول إلى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال إرادة الشعب الذي لا جدال في سيادته. وأن جيشنا البطل هذا الجيش الجمهوري جيش كل الجزائريين الذي يرفض الزج به في الصراعات السياسية يدين بالولاء لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما أنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية. Ali Benouari, voilà, vous venez d'entendre le président de l'APN, président du Sénat, donc qui appelle à la continuité parce qu'il n'est plus de bon ton de parler de 5e mandat, c'est anticonstitutionnel. Mais voilà, le président de l'APN qui nous parle d'état de droit, d'armée républicaine, de volonté du peuple qui s'exprime. Votre avis sur toutes ces gesticulations, Ali Benouari, de tous ces relais du régime? Je crois que ce que vient de dire Ibrahim Younsi se passe de commentaires supplémentaires, je veux dire superflus. C'est un mépris du peuple. Ils s'en foutent de ce que le peuple endure, de ce qu'il peut dire, de ce que les uns et les autres peuvent dire. Ils s'en foutent royalement. Ils tiennent le manche par le bon bout, ou le qazoul par le bon bout, et tout ce qu'on peut dire d'eux et de la situation ne les intéresse pas. Ils sont dans l'impunité totale. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne représentent qu'eux-mêmes.
ils sont, comment dirais-je, nous n'avons pas d'institution. J'ai eu l'occasion de dire en 2014 que le Parlement m'avait demandé quelles seraient les mesures que vous prendriez. La première mesure que vous prendriez si vous étiez élu, bien entendu, une hypothèse très peu probable, mais enfin, j'ai quand même répondu ceci, c'est la dissolution du Parlement. Ce n'est pas, et j'avais ajouté, ce n'est pas le Parlement de l'Algérie, Machi Barlaman al-Jazair. C'est la première des choses, en dehors bien sûr de l'institution présidentielle, si demain nous avions un nouveau président, la première chose, on en a discuté d'ailleurs au sein de Mouattana, puisqu'on on essaie d'élaborer une plateforme de réforme politique et institutionnelle, c'est immédiatement, on ne peut pas fonctionner avec ce Parlement. Ce ne sont pas des députés et ce ne sont pas des sénateurs. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs, et ils défendent, dans un réflexe corporatiste, ils défendent leurs privilèges, leurs intérêts, justement, et c'est ce qu'ils viennent de démontrer. Justement, Ali Benouari, au sujet de bandits, de voleurs qui défendent leurs privilèges, vous avez entendu parler de cette trentaine de sénateurs entre RND, FLN et membres du tiers présidentiel qui ont fait un sit-in à l'ouverture de l'année parlementaire. Ce n'est pas des députés et des sénateurs qui ont fait un sit-in. Oui. C'est une association de malfaiteurs. Et ils demandent non rien de moins que l'immunité, hein, que l'impunité, pardon. L'impunité qui n'est pas accordée aux victimes de toutes sortes. Ils la revendiquent pour eux-mêmes. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Je ne sais pas comment qualifier un tel comportement, mais là aussi, Brahim Younsi a parlé de défense de privilèges. Ils ne sont là que pour défendre leurs privilèges. Ils n'ont pas d'autres, ils ne se sont pas assignés d'autres missions. Ils ne se sont absolument pas investis de quelques missions de sauvetage du pays ou de confortement des institutions ou de résolution des problèmes des citoyens. Ils ne sont là que pour défendre leurs privilèges. Donc, au sujet du 5e mandat, Ali Benouari, toutes ces organisations dites de masse, cette famille révolutionnaire, ce Parlement, ce Sénat et les petites épiceries politiques qui se sont associées en un seul bloc, vous pensez que nous allons vraiment aller vers le 5e mandat malgré tous les périls qui pèsent sur cette perspective? Il faut savoir que la seule certitude, je n'en ai pas en ce qui concerne le 5e mandat ou pas, mais la seule certitude, c'est que les gens qui dirigent le pays aujourd'hui sont accrochés à leurs privilèges pour rien au monde. Et le président est le garant de ces privilèges. Donc s'il ne se représente pas, ou si la décision de ne pas se représenter est prise, leur problème, c'est de le remplacer par quelqu'un qui défendra les mêmes privilèges. C'est un système qui vit comme un parasite sur le dos de la société. Donc le problème, c'est, on en a parlé, on le murmure, tout le monde en parle, l'attitude de l'armée. Mais l'armée, à chaque fois qu'elle est interpellée, elle répond de la même manière. Nous sommes avec eux, nous sommes eux. Inutile de chercher à nous dissocier ou à nous diviser. Nous sommes de leur côté, de leur bord. Gaïd Salah a été très explicite la dernière fois. Restez avec nous, Ali Benouari. Brahim, si vous vouliez dire quelque chose avant que je donne la parole à Sofiane Chouitter. C'est pour apporter de l'eau au moulin de Ali Benouari. Oui. Et il le sait, comme Sofiane Chouitter, qui est juriste. Oui. C'est ce qui se passe chez nous, parce qu'il a parlé de bandits. Oui. Il y a la loi du bandit qui a été théorisée par un juriste, un grand juriste anglais qui s'appelle Hart. Oui. Et ça, Ali Benouari et Chouitter le savent, certainement, et d'autres, ceux qui nous écoutent. Donc il y a la loi du bandit. Et c'est la loi du bandit qui est appliquée dans notre pays. Ça veut dire qu'ils sont les propriétaires de la combuse, ils légifèrent en fonction de leurs intérêts. Oui, parce que l'État lui-même appartient, il est patrimonialisé. Et après, je vous demanderai de nous dire pourquoi, justement, cette sidération. Pourquoi cette absence de réaction de tout le monde. Sofiane Chouitter, au sujet de cette montée au créneau de ces partis, le RND, le FLN,
et d'autres, les épiceries politiques en tout genre, qui sont râteliers, qui se manifestent à chaque claquement de doigts qu'on leur fait? C'est-à-dire que maintenant on est devant un véritable rouleau compresseur là pour le 5e mandat. Donc les véritables décideurs, ils ont décidé d'y aller jusqu'au bout. Et puis ces partis, ces associations, ce ne sont que des serviteurs, même si ils cherchent de sauvegarder leurs petits privilèges. Mais ils exécutent les ordres qu'ils ont reçus d'autres autorités du régime algérien. Et malheureusement, il n'y a aucune force qui peut mettre en échec ce processus pour un 5e mandat. D'ailleurs, on a vu par exemple les purges au sein de l'armée, au sein des corps de sécurité. Peut-être que même ils ont senti la moindre doute d'allégeance par certains responsables, à la fois pour un 5e mandat ou même pour un éventuel poste de responsabilité pour le général Gaïd Salah. Ils ont été limogés, même si on se cache derrière l'histoire de cocaïne et d'implication de certains responsables dans ce conflit, parce qu'on ignore exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Et la société, malheureusement, elle est incapable, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une société post-conflit. On vient de sortir d'un conflit armé interne, meurtrier, et généralement, ces sociétés sont très divisées. Alors, il y a le traumatisme de la guerre, la peur de la répression. On utilise maintenant ce qui se passe en Libye, en Syrie, au Bahreïn, au Yémen, où on a puni sévèrement la population qui ose défier ces régimes. Nous avons vécu pendant les années 90, mais nous sommes aussi une société très divisée, surtout sur l'élite politique. Divisé, quand vous dites divisé, Soufiane Chouetel, ça suppose qu'il y ait un clan ou un bloc contre un autre, mais qui bougent tous les deux, qui essayent de s'exprimer. Or, ce n'est pas le cas. Personne ne s'exprime, personne ne sort dans la rue, personne ne donne son avis, personne ne conteste les plus atroces décisions qui sont prises, et personne, au point où ce régime ne daigne même pas donner la moindre petite explication à ce qu'il entreprend. Par exemple, j'en veux pour preuve ces limogeages de généraux et de personnalités de haut rang. Aucune explication. On nous suggère seulement qu'ils sont liés à l'affaire de la cocaïne. Et d'après vous, justement, Soufiane Chouetel, vous, pourquoi ces purges à très haut niveau? On nous a jamais donné les véritables raisons de cette purge, tu vois, parce que c'est spécifique. Généralement, ce sont dans les sociétés où après la chute d'un régime qu'on connaît ce genre de purge avec des nombres très importants. Là, on n'est pas en stade de la fin d'un régime, d'une révolution, qu'un autre pouvoir prenne les institutions et commence à faire des purges. Là, il y a une purge à large échelle, des dizaines dans le corps de la police, de la gendarmerie, après avoir purgé au niveau de la police politique, enfin les services de renseignement, le DRS, au niveau de l'armée. Parfois, il n'y a aucune explication logique, à part peut-être que le Gaïd Salah essaye de préparer un terrain plus favorable pour accéder, parce qu'il y a des informations qui n'ont pas encore été confirmées sur le prochain amendement à la Constitution pour créer le poste de vice-président de la République, et qui sera, lui, désigné à la fois comme vice-président et ministre de la Défense, en contrepartie d'accepter le cinquième mandat. Mais s'il y aura cette probabilité, c'est-à-dire c'est le général Gaïd Salah qui sera de facto réellement, enfin même maintenant il est de facto, c'est lui le dirigeant avec certains autres responsables de l'armée, les véritables dirigeants du pays.
Une fois il devient vice-président, ministre de la Défense nationale, Bouteflika il ne dirige pas, donc il y aura la délégation de signer les décrets. Donc sur le plan juridique et constitutionnel, il a la possibilité par délégation. Et voilà, donc nous sommes apparemment en processus de préparer un terrain pour le général Gaïd Salah. Restez avec nous, Sofiane Chouitar. Qu'est-ce que vous en pensez de cette version, de cette thèse, que Gaïd Salah serait sur la préparation d'un nouveau statut pour lui-même, de vice-président et de ministre de la Défense, en échange des bons services qu'il aura rendus au clan présidentiel? Commenter la rumeur, ça m'est toujours difficile. Oui. Bon, nous n'avons pas d'informations. On n'a pas d'autre choix que de spéculer. C'est vrai, c'est vrai. Mais les spéculations, plombé. Ils ne laissent rien filtrer. Oui, donc bon. je ne peux pas. Ce sont des rumeurs de légitime défense, j'allais dire. Se livrer à une analyse qui peut pouvoir être juste à un moment donné, c'est avoir certains éléments concrets. Et ces éléments, parce que le système est opaque, et il obscurcit encore les jeux et les enjeux. C'est l'omerta. C'est total. C'est comme rien ne filtre. Et même ceux qui ont été jetés, même ceux qui ont été jetés à la poubelle, ne disent rien. Ils respectent tous l'omerta. Oui, mais parce qu'il y va de leurs intérêts. Il y va de leur sauvegarde. Si jamais ils ouvrent le clapet, on lâche sur eux tout ce qu'ils se tiennent par la barbichette. Alors, sur la question des institutions, Ali Benawari a parfaitement raison. Quand je dis les institutions, il a parlé du Parlement, du Parlement, de la Chambre basse et de la Chambre haute. Ce n'est pas le Parlement qui fait fonctionner l'Algérie. Ce n'est pas même. Ça serait su. Ce n'est pas même le gouvernement. Ce sont les petits fonctionnaires. Qu'on ne voit pas. Ce sont les petits, bien sûr, ce sont les qu'on petits ne connaît pas. Ce sont les travailleurs. Ce sont ces gens-là, ce sont les employés de mairie qui délivrent encore des documents. Les ingénieurs des ponts chaussées, absolument, les architectes, c'est tout cet encadrement. C'est tout cet encadrement qui fait fonctionner l'Algérie. Si l'Algérie fonctionne peut-être à 40, 50 ou 60% de ses capacités, c'est grâce à ces gens-là. C'est grâce à eux. Et moi, à chaque fois, je leur rends hommage. Parce que c'est eux qui font fonctionner l'Algérie. Le peu qu'il y a qui tourne, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Et les autres, ceux qui sont au volant, c'est l'inverse. Ils cassent tout ce qui marche. Alors qu'ils sont mal payés en retour. Oui. Ils sont très mal payés, à la merci des oukases. Absolument. Voilà le problème. Au sujet de ces sénateurs qui font le pied de grue, pour demander à ce qu'on ne lève pas l'immunité parlementaire de leurs collègues, qu'on le relâche, parce qu'il a été mis en prison. Justement, est-ce qu'on a le droit de le mettre en prison alors qu'il est sous immunité parlementaire? Oui, s'il y a flagrance. Il y a flagrance, on a trouvé 500 millions de centimes en sa possession, dont les numéros de billets étaient notés par celui qui lui avait donné. Il y a corruption, indéniablement, si c'est le cas. Bon, en Algérie, il faut toujours... Mais il y a toujours la présomption d'innocence. Bon, mais si on l'a trouvé, bien entendu. Bien entendu, les gens sont toujours présumés innocents. Mais dans un cas de flagrance, on présume que les gens peuvent être innocents, mais ils ne le sont pas. Parce qu'il y a un flagrant délit. Et en cas de flagrant délit, bien entendu que cet homme, tout sénateur qu'il soit, doit être arrêté et mis en prison. Il a été mis en dépôt, il n'est pas au garde à vue. Il est mis en prison. Et au moment de l'arrestation, je pense que ça s'est passé comme cela. Oui, il s'est dessaisi lui-même de son immunité parlementaire. Ce qui n'est pas le cas. Nous ne le savons pas. Oui, il s'est dessaisi lui-même de son immunité parlementaire. Ou, et ça, la police ou la justice informe, et c'est la Constitution, je crois que c'est l'article 28 de la Constitution. Flan s'est désisté lui-même et librement de son immunité. Donc, comme ce n'est pas le cas, il ne s'est pas désisté. Oui, peut-être. Mais la police et la justice informent, c'est la Constitution, c'est l'article 128 de la Constitution. Informe le bureau du Sénat, du Conseil de la Nation, l'informe. Oui. Tout simplement. C'est pas qu'il demande son autorisation de procéder à l'arrestation. Il l'informe qu'il va être inculpé. Qui était arrêté, présenté au parquet. Qui a été arrêté. Et vraisemblablement, comme vous dites, inculpé. C'est la raison pour laquelle son propre parti, je suppose que... Le RND.
comme par hasard, je suppose une autre fois. que le procureur de la République a téléphoné au ministre de la Justice, qui a informé le Premier ministre et néanmoins président ou secrétaire général du RND, qui a immédiatement décidé de jeter cet homme du parti. Oui. C'est-à-dire que sa culpabilité... Et oui, elle a le droit de le jeter du parti alors qu'il n'a pas encore été jugé? Je ne connais pas les statuts. Et pourtant, je vous rappelle quelque chose. En 2017, alors ça c'est selon le communiqué du RND lui-même, hein, sur son propre espace d'expression. En 2017, il y a eu 200 élus au moins, RND, qui ont été poursuivis pour corruption. 200. Dont 50 ont été condamnés à des peines de prison. Et le RND, donc à travers un communiqué, il se félicite que, comparé à ces 6000 élus, ce nombre de 200 élus RND poursuivis pour... c'est une goutte d'eau. Il dit, je reprends ses propres termes, c'est un signe d'intégrité et une grande performance que n'ont pu atteindre les autres partis. C'est-à-dire le pourrissement est, c'est incroyable, est général. Hein? Ouais, c'est-à-dire le pourrissement, et on accepte le peu de pourri qu'on a chez nous. Et ils se félicitent. Oui, mais sinon, au sujet de ce 5e mandat, d'après vous, ça va aboutir? Moi, très franchement, Brahim Younsi, moi, personnellement, avec mon petit raisonnement de petit journaliste, très peu informé, comme tous les journalistes algériens, je crois que ce serait plus suicidaire pour le régime lui-même que pour le pays. Parce qu'ils ont fini difficilement un 4e mandat, ils sont devenus la risée du monde entier, et là, avec un État qui s'est dégradé encore davantage, avec un homme dont on dit qu'il est aux portes de la mort, qui est devenu quasiment un vrai légume, qui bave, qui ne sait pas parler, vous ne pensez pas que c'est suicidaire pour eux-mêmes? Pourquoi ne choisissent-ils pas quelqu'un d'autre, puisque de toutes les façons, ils peuvent mettre qui ils veulent? Il y a des gens qui se suicident. Eh oui, mais ça sont bien être parce que ces gens-là, quand on les lit, on se dit, mais ils ont perdu la raison. Oui, ils vraiment. ont perdu complètement. Le problème, c'est que le chef de l'État, qui ne dispose pas de la parole, sinon il aurait parlé, qui ne dispose pas de la parole. Évidemment. Donc, on le fait parler. Cela devient clair aujourd'hui. N'a rien dit. N'a rien dit. Il pouvait dire « je ne suis pas candidat ». Oui. Je ne suis pas candidat. Et j'ai aimé le titre d'un journal. Sincèrement, c'est pas que je ne veux pas le citer, mais j'ai oublié quel journal a eu ce titre. Après ces contrôles médicaux à Genève. Oui. Bouteflika s'est donné un laissez-passer pour le 5e mandat. Ah. Avec ce contrôle, oui, ce devrait être l'inverse? Non, mais puisqu'il est allé, comme la dernière fois, dans cette clinique d'Alembert à Grenoble, et il rentre, il est candidat et en bonne santé. D'accord. En bonne santé. Et je crois que le journaliste qui a titré cet article de laisser-passer pour le 5e mandat, s'est donné un laisser-passer pour le 5e mandat, révélateur de quelque chose. Mais le bonhomme, on ne l'a même pas encore vu, le monsieur. Bouteflika, personne ne l'a encore vu. On nous a dit qu'il est revenu en Algérie, qu'il est en bonne santé. Certains journalistes se sont même félicités. Ils ont accusé les autres gens d'avoir répandu la panique, d'avoir exagéré. Mais on ne l'a pas vu, Bouteflika. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, s'il est quelque part. Le problème, j'ai lu les mêmes articles que vous et les dénonciations, parce que je suis un de ceux qui a été contacté par des gens qui, de visu, se sont rendus compte de la situation, de visu, des Algériens, des Algériens, et qui ont informé un certain nombre de personnes dans moi. Oui, en effet. Voilà, des Algériens, et qui ont parlé, parce que c'est des gens que je connais personnellement, et des gens dignes de foi. Ils ne pouvaient pas inventer. Bien sûr. Et c'est des gens qui s'inquiètent pour leur pays, absolument, qui ne sont pas là pour faire la promotion de n'importe qui. Et ils sont allés visiter quelqu'un dans ce service d'oncologie. Absolument.
Et de là... Et on a déplacé leurs malades. Oui. C'est incroyable. Bon. Ali Benouari. Ali Benouari. Oui, oui, je suis là. Au sujet de ce forcing, hein, cette volonté de faire un passage en force de ce 5e mandat, malgré l'opposition de leurs propres acolytes ou de leurs propres compères, si je peux les appeler comme ça, vous pensez qu'ils ne sont pas dans une attitude tout à fait suicidaire, y compris pour eux-mêmes, ces gens? On peut le voir comme ça, on peut le voir autrement. Moi, je préfère voir les choses autrement. Je pense que, comme tout bandit, tout voleur, leur souci, c'est deux choses. Un, de ne pas se faire attraper, et deux, de continuer à jouir du produit de leur rapine. C'est simple quand on voit les choses de cette manière-là. Donc, ce n'est pas une question de système politique ou de respect ou de non-respect des institutions ou de crédibilité à avoir vis-à-vis du peuple et de l'opinion internationale. Ce n'est pas ça. Le problème est un problème de survie. J'ai volé, je dois, un, ne pas me faire attraper, et deux, le produit, le butin, ce que j'ai volé, personne ne doit me le prendre. Si on voit les choses de cette manière, alors tout est mis en branle, en œuvre, pour que le peuple, qui finalement est le principal concerné, n'y voit que du feu ou soit endormi, anesthésié, et c'est là qu'intervient le rôle du pétrole. Notre situation ne s'explique que parce que le pays vit du pétrole. S'il n'y avait pas le pétrole, la malédiction du pétrole, on n'en serait pas là. Donc le peuple en bas reçoit des miettes, c'est une expression encore une fois arabe. Je suis désolé de le dire, mais on n'en sort pas. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as volé, pourvu qu'il y ait des miettes pour moi. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, aujourd'hui, leur souci n'est ni le vôtre, ni le mien, ni celui du bon petit peuple. Leur souci, c'est de ne pas se faire attraper et de garder ce qu'ils ont volé. Et tout gravite garder le pouvoir à tout prix et à n'importe quel prix. Et à n'importe quel prix, bien entendu. Mais ils sont quand même... ils savent qu'il y a tellement d'argent qui vient du pétrole et du gaz que on va leur donner un petit peu quand même, pas tout pour nous. On va leur donner construire des logements sociaux, ce que Brahim Younsi a appelé les bannis, n'est-ce pas, du lieu. On va leur construire, on va leur donner, on va les subventionner. Tenez, par exemple, si on regarde, c'est un peu mon obsession, c'est la structure budgétaire. On va donner un tiers du budget à l'armée, évidemment pour en faire une alliée. On va donner 0,07% au commerce, 0,08% à l'industrie. On va donner des miettes à tous les départements qui peuvent mettre le pays sur les rails du développement. Donc le développement ne les intéresse pas. Et les subventions, on va donner un maximum de subventions plutôt que d'augmenter les salaires. Avec les recettes que nous avons, nous pouvons tripler les salaires. Vous m'avez bien entendu. Oui, oui. Nous avons les moyens aujourd'hui de tripler les salaires des Algériens. Pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'il faut prendre l'argent autre part, donc le budget sécurité, le budget de la présidence, le train de vie des ministres, des députés, des sénateurs, etc. On va devoir gérer le pays autrement et surtout, si on triple les salaires au lieu de donner des subventions, les gens deviennent responsables. Et non, on préfère les maintenir dans un état de suggestion, c'est-à-dire qu'on les maintient dans un état de survie, parce qu'ils escomptent que le peuple leur sera reconnaissant. Donc on va leur vendre les services publics au plus bas prix, même si ça ruine le pays. Et à plus forte raison que les produits qui sont soutenus, qui sont subventionnés, sont le monopole des barons du régime qui les importent. Bien sûr, en plus, il y a toujours des retombées pour eux-mêmes. On va, tenez-vous bien aussi, mais vous et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'éveiller les consciences en parlant des enjeux, en situant les problématiques. Par exemple, je vous cite le cas du taux de change. Le taux de change est un des moyens subtils que le système a trouvé pour subventionner encore et encore à la fois le peuple, qui peut importer des biens
pas à leur véritable prix, mais à un coût subventionné, et qui va enrichir les privés, les barons, les oligarques, qui peuvent importer plus, gagner plus, surfacturer, parce qu'avec un taux de change qui est subventionné, c'est comme ça qu'on appelle les économistes, un taux de change qui est sous-évalué, on dit que c'est une subvention des importations. Pourquoi on subventionne les importations au risque de ruiner le pays et tuer l'industrie locale et toute faculté d'augmenter les capacités de production nationale? C'est parce que non seulement ça permet de subventionner les gens, de ne pas tout à fait les affamer, et c'est aussi un moyen de transférer de l'argent à l'étranger. Une partie du pétrole, une partie des recettes en devises du pays prend la poudre d'escampette, elle prend le chemin de l'étranger à cause de ce taux de change qui est artificiellement bas et qui permet de subventionner. Voilà. Ali Benouari, il ne reste plus beaucoup de temps. Les importations. Ali Benouari, en peu de mots, si je vous demandais ce qu'il y a lieu de faire maintenant, en ces circonstances, en ces moments particulièrement alarmants, inquiétants, qu'est-ce que vous nous recommanderiez? Je vous remercie pour votre confiance, parce que personne, à titre individuel, ne détient les clés ou la solution au problème. Mais enfin, à un modeste niveau, je vois deux actions, et seulement deux, je n'en vois pas une troisième. La première, c'est continuer d'éveiller les consciences, expliquer inlassablement aux gens ce qui se passe. Et la deuxième, c'est ce que le mouvement Mouatana, qui est l'acronyme de citoyenneté, démocratie, on l'a appelé Mouatana pour faire court et simple, c'est des actions sur le terrain. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens et leur expliquer, montrer que il n'y a pas que, c'est pas seulement parler depuis son salon ou depuis les médias, c'est aussi aller sur le terrain en prenant des risques. Je vous signale, pour ceux qui ne le savent pas, que ces sorties sur le terrain sont extrêmement dangereuses pour nous. N'importe quel ravaillac, n'importe qui peut être chargé d'assassiner les gens, les responsables des partis qui sortent sur le terrain, et je préfère vous le dire maintenant et vous avertir à l'avance, et que ceux qui sont chargés de la sécurité des opposants qui sortent sur le terrain le sachent, que s'il nous arrive quoi que ce soit, ils seront tenus pour responsables. Merci Ali Benouari, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sofiane Chouiter, même question. Si je vous demandais de nous dire quoi faire en ces temps d'indifférence généralisée, de sidération, de stupéfaction, qu'est-ce que vous nous recommanderiez? Moi, personnellement, je préfère que certains jeunes, on a vu dans beaucoup de pays, en ex-Yougoslavie, en Tunisie, en Égypte surtout, à Bahreïn, des jeunes qui n'ont jamais eu des responsabilités dans le passé, de former des groupes, mais c'est un long processus. En Égypte, ça a pris presque 5 ans de travail de terrain, de sensibiliser la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de la résistance civique et pacifique, et de déterminer les buts réels, parce que jusqu'à maintenant, même le Mouatana ou d'autres n'ont pas fixé un but clair, dire par exemple on est pour la fin du régime algérien, on est pour sa déstabilisation, pour qu'il parte une fois pour toutes. Voilà. Donc jusqu'à maintenant c'est un amalgame, on ne sait pas si c'est juste contre le 5e mandat ou pour l'élimination de ce régime. Donc il est nécessaire que des personnalités qui n'ont jamais eu des responsabilités dans le passé. Mais Sufyan Chouiter, oui. Quand on exclut
des possibilités, tous ceux qui ont exercé des fonctions ou des responsabilités. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est très contre-productif, puisqu'il y a de nombreuses personnalités, de nombreux Algériens qui ont été dans ce régime et qui aujourd'hui le regrettent, qui aujourd'hui essaient de se racheter, qui pourraient être très utiles à l'opposition? Si on les rejette comme ça, est-ce qu'on ne perd pas des alliés précieux? Ce n'est pas d'exclure dans le sens qu'ils n'ont pas le droit de participer à la vie publique de la pays. Non. Je prends deux exemples, l'Égypte et la Serbie. Alors, la Serbie, il y avait des partis politiques traditionnalistes. Il y avait même des compositions, des gens qui ont eu ils ont participé à une époque des responsabilités. Mais il y avait un groupe de résistance qui a mis fin au régime de Milizovic, qui est l'organisation Otpor, qui s'appelle en serbe Résistance. Ce sont des gens plus radicaux, pas dans la violence, mais par le discours, par les positions. La même chose en Égypte. Il y avait des partis, les Ikhwan Muslimin, d'autres partis, mais il y avait des organisations de résistance civique pacifique, comme Kifaya, il y a une autre des jeunes, Ayloul, quelque chose comme ça, qui n'avaient rien, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais des responsabilités, membres des parlements à l'époque de Moubarak, etc. Et ce sont ces organisations qui ont résisté à ce régime, qui ont poussé le régime, le départ de ce régime. Et là, les partis traditionnalistes, c'est leur nécessité de combler le vide, hein, parce que le danger d'éliminer un régime, c'est le vide de vide politique et institutionnel. Donc ça, c'est le rôle des partis politiques. Mais nous avons besoin, pour la conjoncture actuelle, d'un mouvement de résistance. Je pense que le mouvement Rachid, il se déclare apparemment comme un mouvement de résistance pacifique. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sur un Twitter, nous arrivons à la fin. Brahim Younsi, même question. Comment faire pour que nous nous réveillions enfin de cette prostration, de cette sidération dans laquelle nous sommes là, à ne pas bouger, à tout accepter, à ne jamais réagir, même si notre pays est précipité dans le mur? Je reviens sur l'idée de la fin, là, tout de suite. Talleyrand disait que la faute était pire que le crime. Pire qu'un crime, il y a la faute. Des gens ont fait des fautes chez nous parce qu'ils ne se rendaient pas compte de l'état du système, de la force du système. Et ils ont marché avec lui à un moment donné pour des raisons, pardonnez-moi le terme, stupides, pour des raisons idéologiques. Pas seulement, il y a des gens qui ont marché avec lui parce qu'ils pensaient bien faire. Ils pensaient que vraiment il fallait sauver la République. Oui, mais d'accord, mais sauver la... moi, je préférais le stupidité relative, disons. Maintenant. Une erreur d'appréciation. Maintenant, oui, mais il faut qu'il l'avoue. C'est le cas, c'est le cas. Non, mais beaucoup des gens ont avoué. Oui. Ali Benouari, par exemple, qui est avec nous aujourd'hui, il a dit « Je regrette de nous être mis derrière les chars ». Je l'ai salué, mais il y en a d'autres qu'il faut qu'ils fassent cette démarche. Il faut qu'ils battent leur coulpe. Et c'est à ce moment-là. Et les Algériens sont très sensibles à ce genre d'attitude. Alors moi, je les incite. Moi, sincèrement, je n'ai rien contre personne. Mais j'apprécie, bien ou mal, les actes politiques. Mais une déclaration, par exemple, Sidi Ahmed Rouzali, quand il a déclaré « Nous avons été les harkis du régime ». Ces gens-là ont mené le pays à la faillite. Tout le monde lui est tombé dessus. C'est comme s'il lui avait dit « Reste outillé, reste fidèle à tes amis ». Je considère qu'il s'est remis en cause. Je considère que Sidi Ahmed Rouzali s'est remis en cause. Et c'est une bonne chose. Bien sûr. Et chacun d'entre nous doit se remettre en cause et apprécier les actes qu'il a posés, des actes politiques. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète? Je crois que le peuple lui-même n'a pas conscience, vous avez parlé de conscience, le peuple n'a pas conscience de la profondeur de la crise. Et je crois que ces gens... Mais ses enfants, ses petits-enfants,
les Algériens qui sont venus, et c'est ça la nation. La nation, ce n'est pas seulement nous. La nation, c'est les cimetières. Évidemment. C'est nous et ceux qui ne sont pas nés encore. Oui. Qu'allons-nous leur laisser? Il faut absolument que les Algériens prennent conscience qu'il y a une crise, et une crise grave et profonde. Et Jean Monnet disait que ce n'est que dans la crise que le changement est possible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ce qu'il faut faire, mes prédécesseurs l'ont dit, le peuple doit s'organiser. Tout seul, comme ça? Non, qu'on le veuille ou non. Sortir de chez eux, se retrouver dans la rue. Il y a chez nous de bons partis et de mauvais partis. Il y a les partis du pouvoir et les gens et les partis qui ne sont pas, quelles que soient les divergences que l'on peut avoir avec eux, ils ne sont pas du côté du pouvoir, ou ils ne sont plus du côté du pouvoir. Tout à fait. Ou ils ne sont plus du côté du pouvoir. Les Algériens se déterminent selon leur conscience, mais il faut qu'ils s'organisent et qu'ils choisissent des partis politiques. Parce qu'on les empêche, la politique, on les empêche de faire de la politique. Parce que la politique, c'est ce qui va les sauver. Il faut qu'ils s'engagent en politique. Je rappelle qu'un jour, j'ai posé la question à une représentante des médecins résidents qui était dans un mouvement, et je rappelle qu'ils vont reprendre leur mouvement. Je lui ai posé la question, je lui ai dit « Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ?» Il dit « Non, nous, on ne fait pas de politique. C'est juste une revendication socio-professionnelle. Oui, mais... Et chacun des Algériens qui sort dans la rue, il sort avec ça en tête. C'est-à-dire, moi, je ne me bats que pour moi-même. Hein. Moi, je ne veux pas contester le régime. Le problème, c'est que les faits sociaux sont des faits politiques. Qui est-ce qui a dit tous les problèmes sont de la politique est le problème de tout le monde? Je me souviens plus. Moi mais c'est qu'on nous empêche, on empêche le peuple de s'occuper de ses propres affaires. Tout à fait. Et il faut absolument. Il y va de leur survie. Eh bien oui, il faut absolument qu'ils s'occupent de ses propres affaires. Il faut qu'ils s'engagent massivement. Et c'est une question de vie ou de mort. Oui. Merci Brahim Younsi, merci Ali Benouari, merci Sofiane Chouiter. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.